Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Grosse Pointure. Mon nom est James Lynch et aujourd'hui, je reçois un invité que je trouve vraiment fascinant. C'est un réalisateur du nom de Laurence Baz-Moret, quelqu'un qui a réalisé un film comme Game of Death ou encore le spectacle de Claude Pelgag. Le nouveau, ça s'appelle comme le spectacle spectral, c'est ça? Exactement, spectacle spectral. Salut James. Salut. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, je t'ai invité aujourd'hui parce que ça remonte quoi, après 15 ans que je pense la première fois que je t'ai rencontré. Puis déjà à l'époque, tu avais un style, un style qui m'est resté en tête. Puis aujourd'hui encore, très beau style. On en parlait justement qu'on commence de ton T-shirt. Si tu veux le montrer à l'écran, on va en parler tout de suite, ce qui est magnifique. C'est pas tout le monde qui parlerait de mon style comme t'en parles là, mais je suis très content en fait que tu saches reconnaître le génie derrière cette simplicité volontaire. Oui, ça, c'est un beau T-shirt vintage, c'est Fantasia. Veux-tu l'histoire de ben ce oui, go, T-shirt-là? man. Oui, vas-y. T-shirt, je sais pas si je peux me lever, mais pour qu'on voit la taille du T-shirt, mais je l'ai acheté quand j'avais 9 ans. Ah, c'est OK. Dans un voyage à Disney World avec ma mère, puis j'ai aucune idée pourquoi j'avais pris aussi large. Ben, t'étais shapé comme un gars de 40 ans à 9 ans. Exact. Ouais. On avait dit de pas parler de mon vrai âge. Puis, bref, ma mère me l'a ressorti il y a 6 mois, 8 mois. Elle m'a dit, c'est à toi ça? Puis je suis comme, wow, quel beau T-shirt, je m'en rappelais pas du tout. Puis je l'ai genre porté peut-être 1 mois quand j'étais jeune. Puis là, je l'ai remis. Puis un de mes amis, Gabo, de Omnichrome, qui maintenant fait Gabo Vintage, qui est devenu une genre de... Je sais pas si je peux dire une sommité, mais quelqu'un qui est vraiment dans le vintage store, tous les vêtements, les shoes, tout ça, qui est au marché Flo maintenant sur Saint-Denis. Quand il a vu ce shirt-là, il a dit, ben là, c'est sûr, ça vaut cher, ce shirt-là. Là. Il a regardé, puis effectivement, sur eBay, ça se vend 325 $. Donc, en ce moment, j'ai un T-shirt qui vaut 325 $. Et ceux qui me connaissent, c'est assez contradictoire que j'ai un T-shirt de cette valeur. Parce que tu me parlais de simplicité volontaire, donc avec surtout tes souliers, parce qu'on est là pour commencer, on va parler de choses, puis plus tard, on va aller dans le style vestimentaire. Donc, pour commencer avec les choses, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte des Vans slip-on. J'ai ressorti les slip-on que j'avais portés à une certaine époque. Je sais pas pourquoi, je m'étais tanné, mais je suis vraiment... on dirait qu'à un moment donné, j'ai viré Vans autour de 2006, je dirais. Puis on dirait qu'une fois que ton pied fit dans des Vans puis que tu es capable de marcher un 10 km en une journée dans des Vans, on dirait que ça tu peux pas sortir de ça, même si je porte des choses à semelles, des meilleures semelles, des trucs comme ça. On dirait que je reviens tout le temps quand même à des Vans. Fait que c'est vraiment le chose que je garde depuis toujours, depuis 2006, que je m'en achète une fois par 2 ans. Je les détruis. Je les porte sans arrêt. Ils finissent, ils se défont sur mon pied. Ouais. Puis quand j'ai plus de souliers, quand je marche, puis ils se défont, puis que je m'en vais nu-pieds m'en acheter des nouveaux. C'est bon. Puis aussi, j'en parle souvent avec mes invités, mais tu sais, tu as une carrière quand même, tu fais beaucoup de projets, tu es réalisateur, fait que tu n'as pas une job de bureau que ton soulier va rester plus ou moins propre tout le temps. Fait que quand même, tu vas aller chercher de la vie avec des vidéoclips, whatever, tu t'échappes des affaires dessus. Comme là, tu as posté récemment sur Instagram une photo de tes Vans avec des hamburgers, avec tes genoux en sang. Exact. Fait que ça, on va montrer ça aussi à l'écran. Parfait. Puis ces Vans-là, bonne histoire, tu vois, ces Vans Burger-là, je les ai utilisés, exactement, je les ai utilisés dans Game of Death. Le personnage de Kenny, le deuxième que sa tête explose, porte ces souliers-là. Donc, je les avais comme un peu sacrifiés pour le shoot. Pour ceux qui ne connaissent pas Game of Death, c'est un long-métrage que j'ai fait avec Seb Landry. Puis, l'histoire, c'est des jeunes qui jouent à un jeu, puis leur tête explose les uns après les autres s'ils ne tuent pas du monde. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de sang. Donc, j'avais sacrifié mes Vans Burger. Et ils ont fini complètement soaked, je trouve pas le mot français, dans le sang. Puis finalement, je les ai juste récupérés pour en faire peut-être un truc de musée éventuellement. Puis j'ai fini par, étant un peu simplicité volontaire / clochard parfois avec mes vêtements, j'ai fini par les réutiliser. Fait que là, c'est devenu mes choses de baseball. OK. Donc, je porte pas des spikes au baseball. C'est des Vans Burger dégueulasses, troués. T'es-tu dans une ligue? Je suis dans une ligue de chummés. Okay. Chaque jeudi, on joue, mais on fait les équipes comme à la petite école. OK. Puis ça, c'est... De donner un peu de contexte, ces choses-là, je me suis aimé, c'est le Late Night Pack de Vans. Puis ça portait hommage à des late night snacks. Exact. Comme On était 3 amis, puis on s'était acheté... Un de mes amis avait acheté les frites, l'autre la pizza, puis moi le burger. J'aime ça.
Puis là aussi, tu me parlais aussi qu'un de tes premiers souliers, un de tes premiers souvenirs, c'était les Sean Kemp, les Reebok Kamikaze. Ouais. Là, je ne savais pas, c'était-tu les 1 ou les 2? Je suis pas mal sûr que c'était les 1, c'était les blancs. Non, ça, c'est les 2, hein? Ça, c'est les 2, ouais. Ouais, moi, c'était les 1. Puis il y en a d'autres, ça peut-être eux autres, c'est ça? Ouais, ça ressemble exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Donc, les Sean Kemp, c'est dans les choses que je me souviens très bien. Moi, j'ai été un peu de l'époque Jordan. Oui. Donc, les Air Jordan ont été les premiers. J'avais l'âge en plus que quand ça sortait, c'était les premières fois où j'étais conscient un peu du style, puis je pouvais dire à ma mère, je veux ça. Oui. Fait que quand c'est sorti, les Air Jordan qui avaient les scrunchs de chaque barre, puis il y avait le logo dans le centre, là, très coloré, on dirait que c'était fait pour les kids. Puis, bref, c'est les souliers de basket, je jouais au basket. Les souliers de basket de cette époque-là, c'est pas mal le seul moment où des souliers sont devenus mythiques un peu à mes yeux. Donc, puis c'est ça. Ceux que j'ai dans mon souvenir, vraiment les Air Jordan, puis les Sean Kemp. Les Sean Kemp, il y avait un look un peu atypique, un peu hors de l'ordinaire. Fait que quand tu les avais, il y avait vraiment un statement qui venait avec ça. Ben, j'ai fait de la recherche sur le soulier. Puis selon le là, je vais lire, là, parce que selon le designer, c'est. Bon, le designer de Reebok s'appelle Riccardo Vestuti. Puis avant que ça s'appelle le Kamikaze, il y avait plusieurs noms possibles, je vais te les lire. Il y avait le Altimeter, Eliminator, ça sonne un peu comme ZZ Top, ça. Ouais. Je suis surpris, normalement, il aurait dû avoir le surnom de Sean Kemp. Je me souviens pas c'était quoi le surnom de Sean Kemp s'il était un joueur de basket. Je pourrais pas dire, mais il y avait aussi le Adversary. Puis finalement, ils ont du Kamikaze. Puis ça a été inspiré, le design. Je vais te lire la quote. J'ai commencé par des panneaux graphiques supérieurs triangulaires en haut du shoes. Le motif de la bande de roulement, donc ça doit être la bande, bref, c'est sur le soulier. Il dit que ça a été inspiré par une peinture d'une artiste vénézuélienne, Anita Pantin, qui a fait une couronne d'épines, qu'elle avait peinturé ça. J'ai pas retrouvé l'image de la peinture, mais c'est inspiré par de l'art, dans le fond. Là. Puis c'est ça qui me fascine avec les choses, c'est que les Easter eggs cachés dans un design qu'on sait même pas. Parce qu'on se dit, OK, c'est le chose du basketballeur, mais le pourquoi des exacts, tout ça, il y a tant de démarches. C'est très intéressant, puis tu vois, même si je le savais pas, cette chose-là, tu le sens qu'il y a quelque chose d'atypique, puis de recherché, de plus recherché qu'un autre design. Il y a vraiment, il y avait son edge, puis je suis content de voir qu'il y avait un petit background à ça. Oui, puis aussi, ils l'ont ressorti récemment, Reebok. Si jamais tu t'en cherches, ça, c'est un rétro qu'ils font assez couramment. Et donc, toi, quand tu étais jeune, là, ça, c'est ton premier souvenir, puis tu suivais-tu le basketball ou tu étais plus... Ah, j'étais à fond basket. Là. Moi, c'était mon sport. Je sais pas patiner, by the way, sur glace. Alors, moi, je n'étais pas hockey, j'étais basket all the way. Alors, tout ce qui était relié au basketball, j'enregistrais les games avec mon VHS. Puis c'est ça, j'étais à fond. Le 5 majeur, c'était le magazine de basket français que j'allais m'acheter. J'étais à fond basket. Fait que tout ce qui était un peu dans les inspirations de quand la mode reprenait des codes du basketball ou des trucs du court, c'est sûr que j'allais être plus attiré vers ça. Puis comment tu vois ça maintenant? On est en 2021, puis c'est encore là, ça reste. Là. Les Jordan, c'est plus populaire que jamais. Comment tu vois ça, toi? Parce que tu l'as vécu l'époque où c'était à la mode, puis là, ça revient. Comment tu vois ça? Ben, en même temps, les Jordan, c'est jamais parti. Jordan a réussi à créer un empire de style avec Nike, fait que les Jordan ont toujours été là. Je t'avoue que j'ai pas une opinion. Ben, je suis plus une opinion sur les retours, les trucs qui reviennent. On parlait juste avant des retours des Ed Hardy, des Von Dutch. Il y a des trucs qu'on se dit que ça reviendra pas, mais tout finit par revenir. Là, il y a des fois, ça revient un peu de manière ironique, de manière sarcastique, mais en même temps, on le porte pour vrai. Fait que c'est entre les deux. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant et fascinant dans la mode, je te dirais. Mais sinon, par rapport au basket, j'ai l'impression que c'est jamais parti vraiment. Ces choses-là, il y a quelque chose d'intemporel parce que tout le monde les porte quand même pour faire du sport. Aussi, oui. Puis ils ont toujours été dans les looks assez forts. Puis il y a toujours des icônes. Tu sais, le basket, il y a des nouveaux LeBron James. Il y a toujours une nouvelle icône qui arrive, qui influence des jeunes. Fait que le chose qu'ils portent, les jeunes vont vouloir le porter. Fait que ça reste... c'est ça. Puis, donc... Tu jouais-tu au basketball aussi ou tu faisais schlag? Oui, je jouais. Là, quand tu jouais, parce que tu es un gars de Montréal. Moi, je suis. C'est où ton court? Né Plateau Mont-Royal.
Premièrement, j'ai joué au primaire, je jouais au Centre Saint-Denis, à côté du métro Laurier. Ouais. Ça, c'était mon court où est-ce que je jouais. J'avais participé aux Jeux de Montréal à une certaine époque. Puis après ça, je suis au secondaire, je suis allé à l'École internationale de Montréal dans Westmount. OK. Puis là, j'ai joué tout mon secondaire aussi à l'école. Et fait très intéressant, pendant toutes mes années-là, dans la vraie ligue secondaire, on n'a jamais gagné une seule fois. On n'a pas eu une victoire. Wow. Ouais. Ça t'a découragé un peu? Non, pas du tout. Je pense que c'est peut-être ça mon côté fighter. Bon, mais il y a une petite histoire, par exemple, on est allé dans un petit tournoi à Drummondville, un autre trip. Là, on avait gagné une game, puis là, c'était bien le fun. Mais non, on était dans une ligue un peu trop forte pour une petite école d'enrichis de 500 personnes. On n'avait pas le pool pour avoir des bons joueurs. Là. Puis toi, ton background, tu sais, comme là, t'es réalisateur, c'est-tu parti un peu de là, comme à cette époque-là, ou c'est venu un peu plus tard, ça? Si on parle de background professionnel, je te dirais que moi, je suis peut-être rentré dans l'art. Ma mère est artiste peintre. Je suis peut-être rentré dans l'art avec le graph. Ouais. J'ai fait beaucoup de graffiti. Ça l'a beaucoup influencé toute mon adolescence, mes activités, mes amis, mon côté un petit peu plus... Ben, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Je dis tout le temps que j'en ai pas eu, mais le côté crise d'adolescence, c'est un peu aller faire des tags dans la rue, ces côtés-là. Fait que ça l'a vraiment bercé mon adolescence. Puis... rapidement, je voulais avoir une caméra vidéo pour filmer mes sorties de graph, filmer les tags. Après ça, il y a eu Jackass. On voulait faire des Jackass avec nos caméras. Puis c'était moi qui avais la cam, c'était moi qui faisais les petits montages. Fait que sans vouloir devenir réalisateur, j'ai toujours aimé la vidéo, aimé ce support-là, aimé les supports visuels. Après ça, cégep, je suis allé en sciences pures pour faire plaisir à ma mère. Puis après ça, je suis allé à Concordia en design art. Fait que c'est là où un peu... J'ai été refusé en film d'animation, mais c'est là où un peu toute la vidéo a été plus assumée. Mais je me plais à dire, j'ai jamais voulu devenir quoi que ce soit. OK. Fait que toi, tu y allais avec le flow. Moi, j'y allais avec... C'est la suite des choses. J'ai toujours voulu plus... pas avoir de boss, faire des choses le fun avec mes amis. Mais tu le sais, on s'est connus dans un contexte de Vox Pop Montréal. Ben, c'était-tu ton idée originale, ça? Oui, mais je veux dire, c'était pas une idée originale. Non, mais originale. C'est toi qui as pitché l'idée. Ben, en fait, ça, c'est qu'on s'est acheté une caméra vidéo pour filmer nos parties. Oui. Puis on avait acheté une XL2. Une Canon XL2, la grosse caméra, parce qu'elle était tombée d'un truck. Puis un ami avait comme... Ouais. OK, on a accès à cette caméra-là. OK, cool, on se l'achète. Puis là, on organisait des événements. On filmait les événements pour les montrer aux commanditaires. Fait que là, à force de faire ça, à un moment donné, on était tanné de faire des events. Puis on s'est dit, OK, on a une cam. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cam-là? Ah, il y a le site 33 Mad, puis il y a le site HHQC qui pourrait peut-être être intéressé à ce qu'on leur fasse des supports vidéo. Ça, on parle de 2005. Là. Fait que les supports vidéo sur Internet n'étaient pas encore à fond. Ça commençait, on sentait YouTube, c'est février 2005. On ne l'utilisait pas encore vraiment à cette époque-là. Puis moi, j'ai commencé, avec mes amis, on a commencé à faire Vox Pop Montréal en septembre 2005. Parce qu'il était aussi sur le site de 33 Mag, les capsules Vox Pop. Exact. Pour ceux qui ne savent pas, c'est on couvrait le nightlife montréalais, puis on faisait des capsules vidéo sur le nightlife montréalais. Donc, autant la scène locale qu'au début, on commençait aussi avec des événements de snowboard, de skate. Puis rapidement, ça s'est plus redirigé vers le nightlife montréalais, musical et party. Mais fait que c'est des genres de petits recaps hebdomadaires de entre 7 et 15 minutes, disons. Ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, même moi, j'ai fini animateur parce qu'on était comme, OK, qui veut filmer? Ah, moi, je vais filmer. Puis là, OK, je vais essayer d'animer. Puis bref, de fil en aiguille, puis là, après ça, j'ai fait les montages, je faisais les montages. Puis là, à un moment donné, tu le sais, j'ai dû... on pourrait faire un clip pour mes amis Omnichrome pour Danse la Poutine. Puis là, ça l'a déboulé. Ça, on va en parler un peu plus tard. Je veux pas trop qu'on skip parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires intéressantes. Puis, je veux savoir comme ça, par curiosité, tu faisais quoi? C'était quoi ta job à l'époque, comme avant ça? J'ai jamais eu de vrai job. Non, okay. Moi, j'ai mes emplois étudiants, ça a été les festivals de jazz, francophonie, juste pour rire. Donc, tous les étés, je faisais ça. Je me ramassais mon cash pour l'année. Puis à travers ça, j'ai rapidement aussi été vite sur apprendre à faire des sites web, Photoshop, des trucs. Fait que je m'organisais, je faisais des flyers. J'ai fait beaucoup de flyers puis beaucoup de pochettes d'albums pour le Rap Keb à l'époque. Faire des sites web pour des compagnies. Là, il y avait telle personne, l'ami d'un ami de ma mère avait besoin d'un site web. T'sais, on parle de en 2000, là, 99. Oui, là, genre, non, là. mais c'était parfait. C'est ça, mais c'était le moment où encore
sais, il n'y avait pas de WordPress. C'était encore des Non. moments où on faisait des sites à la main, puis tout. Puis, fait que là, des sites en flash, puis des Ouais. trucs comme ça. Puis ça, j'ai peaufiné ça un peu à l'université. Puis, fait que ça a été ça pas mal mes emplois qui ont précédé Vox Pop Montréal. Mais j'ai été chanceux aussi, tu sais, quand j'ai commencé à faire Vox Pop Montréal avec 33 Mag. Donc, on faisait vraiment à chaque semaine une vidéo, puis on faisait pas d'argent, là. Tu sais, ma mère m'a aidé quelques fois à subsister, là. Elle voyait que je travaillais fort, puis j'allais quelque part. Fait que, Ça t'a quand même amené à Musique merci Plus. pour l'agacer. Oui, ça m'a amené à Musique Plus. Un bref moment. C'était comment à Musique Plus? C'est toi qui t'habillais ou t'avais un style? Comment ça marchait? C'était moi qui m'habillais, mais j'avais pogné une commandite de Off the Hook. Parce que Off the Hook, le magasin Off the Hook sur Sainte-Cat était vraiment dans notre entourage. Angelo et Harry étaient dans l'entourage de 33 Mag et tout. Donc, quand j'ai eu on m'a offert une job de chroniqueur à Musique Plus, je suis allé les voir, je leur ai dit, ça vous tente-tu de me sponsor? Puis j'ai toujours hustlé mes vêtements très rapidement. Tu sais, dans 33 Mag, on avait beaucoup de commandites. Tu sais, c'est pas des marques qui sont très glorieuses aujourd'hui, là, mais tu sais, Quicksilver, Box Fresh, Volcom. Moi, je m'habillais dans les sacs qu'on me donnait, là. Tu sais, je pognais des affaires. Puis si on regarde ces capsules-là aujourd'hui, on voit que j'étais habillé dans des sacs promo, là. un look promo. Oui, parlant de promo, je porte un t-shirt. Aujourd'hui, je fais les promos d'un événement, le iPod Battle 2006. Ça s'en vient bientôt cet automne. C'est présenté par Vox Pop Montréal et 33 Mag. Écoutez. C'était même pas présenté par Vox Pop Montréal et 33 Mag. Ça, c'est des shirts qu'on avait fait pour pitcher dans la foule, pour gagner l'appui du public. Oui. Mais c'était vraiment nous autres qui étaient arrivés avec ça, là. Donc, pour mettre les gens en contexte, puis ceux qui nous écoutent en audio, c'est un t-shirt avec une screen print. Il y a comme une couronne qui me fait penser au Club Vidéo International un peu. Puis 2 iPods. Ça, c'est un design original de moi. Hein, de toi? Ah oui, OK. T'en restes une copie chez vous? Je pense que j'en ai gardé parce un. Que sinon, je te l'aurais redonné. Parce que non, il te va très bien. Il te va très bien. Il faut que tu gardes ça. Là. Oui. J'ai retrouvé ça là, chez mes parents, puis je ne vais pas passer à côté. Je me suis dit, garde, c'est aujourd'hui ou jamais. Je peux pas remettre ça à un autre moment. C'est fou de penser que 2006, genre, il y a du monde qui était très, très jeune en ce moment, qui sont des adultes, puis que moi, dans ma tête, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin, puis c'était parents, parce que moi, je comme me semble, je suis arrivé à Montréal, puis c'est comme une des premières grosses sorties que j'ai faites quand j'ai mon premier appart. Puis j'avais participé dans l'équipe des remplaçants avec Frédéric Barbucci contre Vox Pop Montréal. Puis à la fin, on s'était ramassé un contre l'autre, puis on a perdu. Mais écoute, c'était une belle soirée, ça. C'était, pour mettre les gens en contexte, le iPod Battle, c'était quoi? Il y avait un ring, puis... Puis moi, j'ai fini par les animer aussi après cet événement-là. Mais ouais, c'était vraiment... C'est drôle à expliquer aujourd'hui un peu un iPod Battle. C'est deux équipes qui s'affrontent dans un ring en jouant chacun une chanson après l'autre. Puis après ça, le monde, les fans, le public vote en criant pour son équipe favorite. Ouais. Mais fait que c'est comme une genre de soirée DJ spectacle. On dirait que comment... L'expliquer, ça sonne quétaine. Ça sonne weird. Comme c'est pas l'intérêt, mais l'intérêt aussi, c'est que bon, il y a de la boisson, puis c'est un party. C'est pas un show, là. C'est un party, mais comme un show de lutte. Mais tout le monde finissait par être autour du stage, puis regarder le monde qui met des tunes sur des iPods. Puis font juste bouncer sur leurs tunes. C'était pas des DJ, là. C'était vraiment, c'est ça. C'était le DJ Spotify là, que j'appelle maintenant. Là, c'est à l'ère des playlists, parce qu'on mettait des extraits de musique. Fait que c'était très... la tension qu'on portait à la musique, il fallait que ça soit vite. C'est un peu à l'époque aussi Girl Talk. Oui, c'est vrai. C'est un peu dans cet univers-là aussi, c'est vrai. L'époque des mash-ups, parce que ça, j'en entendais pas mal. Non, c'est une assez drôle d'époque. Puis justement, on va en revenir pour les styles, mais... Mais eux autres, juste pour finir avec les iPod Battle, ceux qui avaient organisé ça, à la base, A Fly is on the Wall, Jonathan Maurice, Zélia Lefebvre et Paul, si je ne m'abuse, il avait quand même bien marketé ça, puis il avait fini par faire bien des événements corpos. Il faisait des corpos pour Vidéotron. Il avait vendu aussi au Francophonie. Il avait été là une année au Francophonie
tous les jours, il y avait des petits iPod Battle. Fait que c'était comme un moment où c'était comme devenu... Il avait réussi à faire devenir ça quelque chose, là, quand même. Puis ça venait de l'Europe avec Romain Rock. Oui, c'est vrai. C'est eux autres, c'est les premiers qui avaient fait ça. Ben oui, j'en sais très bien. Oui, mais oui, c'est vrai, ça a duré quoi, un an et demi, puis à un moment donné, on s'est tanné, je pense, c'est quoi? Ça a-tu duré un bon 2 ans, je te dirais. Je me rappelle à Lambie, le club Lambie sur Saint-Laurent, Ouais. il y en avait eu un là, c'est le dernier que je me rappelle, après Ouais. ça... Mais c'est ça, après ça, il y avait eu plus les trucs franco, les trucs corpo, des affaires. Fait que je te dirais peut-être un bon 2 ans. Tu pensais que notre époque nostalgique, on pourrait ramener ça dans une soirée? Je veux pas faire partie de ceux qui ramènent ça, par exemple. C'est bon. Si jamais quelqu'un décide de ramener les iPod Battle, je vais peut-être aller voir par la fenêtre de loin. Ouais. Là, checker. Non, Ouais. ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser à une certaine époque, peut-être. En tout cas, je peux te dire, mon iPod fonctionne encore. Oh, D'époque. nice. Puis il y a encore la playlist. Ça vaut-tu très cher? Non. Non, je pense ok. pas, non. Pour revenir un peu à ta carrière, quand je regardais ce que tu avais fait, tu as quand même travaillé pour une campagne d'Adidas, les Tubular. C'est quoi, en 2011? Ça, je me souviens. Tu parles les souliers qui se font trancher. Oui, avec tu sais, les Under Armour. En fait, j'ai vu 2 pubs. Tu avais le modèle Tubular avec un gars avec un magazine qui barre des trucs avec un crayon feu. Ah oui, ça c'est il n'y a pas si longtemps. OK, ça, c'est Ça, quand, c'est 2000... 2016. OK. 2016, ben ça, c'était avec Damian Lillard, OK. un excellent joueur de basket, c'est un All-Star. Puis c'était un contrat que j'avais eu via First Ave Machine, une maison de prod en pub qui me représente. Puis petit contrat comme ça donne. Puis là, je me retrouve à réaliser ça. Puis ça avait été vraiment une très cool expérience. C'est tout le temps le fun de travailler avec des stars comme ça, juste pour voir l'entourage, comment qu'ils, aux States, là, tu sais, comment qu'ils managent quand ils arrivent sur un show. T'étais aux States? Puis, ouais, on a shooté ça à LA. OK. Puis, tu sais, tout le monde est comme, hey, dès qu'il arrive Damien, là, quand il arrive, là, vous shootez ça, là, vous l'avez pour 1 heure that's it. Puis là, on a prévu un shoot de 4 heures. Je veux dire, non, là, puis là, il arrive en retard, là, hey, là, il arrive, là, personne n'est là, personne n'y parle. Puis le gars, il arrive, il est bien chill, là, tu peux y parler, puis il est bien le fun. C'est le monde autour qui crée ce genre de hype-là. Ouais. Fait que ça va être intéressant pour ça, mais ouais, ça avait été le fun. Puis après ça, on est allé dans des ruelles, trasher des choses, ça avait été... Oui, mais je trouvais que cool c'était quand même expérience. une belle lutte. Puis c'est sûr qu'ils avaient amené le concept ou c'était eux autres qui te l'amenaient et tu faisais juste réaliser? Classique pub, publicité, t'as tout le temps l'agence de pub qui trouve le concept, qui... après ça, en discussion avec eux autres, toi, tu regardes le concept, tu leur fais une approche de réalisation, comment toi, tu le vois appliqué. Fait que là, tu peux amener un petit peu de plus, un petit peu de ton petit edge à toi, je te dirais. Ouais. Mais la base du concept, c'est l'agence qui le fait. OK. Parce que c'était pas la première fois que tu faisais qu'Adidas, ça, je disais. T'as fait aussi Crazy Light versus Under Armour, que tu coupes Exact. un soulier en 2. Exact. Puis ça, je trouvais que c'était quand même... Ça faisait penser aux vieilles pubs Coke versus Pepsi, là, que tu voyais le vrai. compétiteur. Puis ça, c'est quoi ça, c'est le pitch, montrer que le shoes était plus léger que l'autre. Exact. Fait que toi, tu t'es déjà tout écrit, je suis pointé, te filmer. Puis, Exact, c'est vraiment ça, c'est une petite job. Ça, c'est dans quasiment mes premières jobs de pub. Ça, c'est avec Sidley à Montréal. Puis ça avait été bien le fun. Puis mais c'était plus, je te dirais, c'était vraiment plus une job de direction artistique, puis de props, de comment on va couper. Ça avait été ça qui était trippant. OK, là, il faut faire un sabre qui va arriver. Fait que là, on avait on avait machiné des patentes hydrauliques pour que le sabre coupe tout le temps à la même place, puis avec la bonne pression. Ça avait été excitant, ça avait été très cool. Ça, c'est cool. Puis une autre que tu as faite, c'est quand même impressionnant, avec Eason Chan, le chanteur. Tourné à Toronto, ça? Oui, ça, c'était dans le cadre de la grosse campagne qui avait été faite, ça aussi avec Sidley, avec Romain Gavras. Puis avec Romain Gavras? Non, c'est ça. Okay. Romain Gavras faisait la pub. Oui. Puis dans la pub, c'était vraiment... la vraie pub, c'était comme un mash-up de toutes les personnalités qu'Adidas sponsait, commanditait. Ouais. Puis, tu avais quelques personnalités qui allaient dans les marchés niches. Eason Chan, c'est la méga star. Le Justin Timberlake en Chine. Je connaissais pas. On connaît pas du tout, mais en Chine, il remplit des stades de 100 000 personnes. Puis lui, Eason Chan allait être à Toronto. Dans un moment, Romain Gavras pouvait pas aller shooter ça, puis c'était trop petit pour qu'il se déplace pour faire ça. Puis moi, étant un réal qui était un peu dans l'esthétique un peu plus street, je te dirais un peu raw, puis j'avais des très bons amis chez Sidley, fait que il m'avait envoyé réaliser ce petit segment-là dans la pub Adidas. Ça avait été une super belle expérience, puis ça avait été un shoot assez
assez à l'arrache, je te dirais. Là. Ouais, mais c'était un show live. C'était un show live. Il fallait tout faire live. C'était un vrai show. C'était un vrai show. L'artiste était là. On n'avait pas beaucoup de temps avec lui. Non, chaque show, tu as son lot de défis. Puis, ben là, ça m'amène à un segue. Parlant de show live, tu en as fait un bon, celui de Claude Pelgag cette année. Écoute, je vais m'en parler un peu parce que moi, j'ai pris un screen cap parce que j'ai remarqué ses shoes. Donc là, ce que je comprends bien, apporte des Air Force One. Exact, elle s'est achetée pour l'occasion. Puis là, ils sont un peu sales. Puis, je te parlais un peu du show de ça, ça avait l'air. Combien de temps que ça a pris? C'est quoi? On a fait ça en une journée. Ça a été vraiment une très cool expérience. Puis je te dirais que le retour et les échos qu'on a eus après Médiatique, la suite des choses, je trouve que c'était un peu inattendu pour moi là, que ça laisse cet impact-là. Parce qu'à la base, on est en pandémie. Tu sais qu'il y a eu une pandémie. Puis, fait que là, elle a sorti son album. Elle n'a pas pu faire de tournée de spectacle. Puis là, ça faisait longtemps qu'on se disait, OK, ça serait cool de faire de quoi pour ce show-là. Puis là, OK, un show virtuel. Je regardais un peu qu'est-ce qui s'était fait. Puis rien m'avait vraiment parlé. Je trouvais un peu que les shows virtuels étaient souvent, OK, on place l'artiste dans un petit setup, puis fait-nous l'album, puis on écoute l'album, puis that's it. Moi, j'avais le goût de faire quelque chose de différent. Fait que le défi, ça a été un peu de... OK, on fait on crée un setup, on crée une mini storyline, mais Claude, je veux que tu vives des choses. Claude Pelgag, je veux qu'elle vive des aventures, je veux que ce soit tough, puis je veux pas que ça ressemble à l'album. Je veux que chaque fois qu'elle va chanter une tune, il s'est passé de quoi, il se passe quelque chose. Je veux qu'elle ait le résultat de ce qu'elle a vécu dans la tune précédente. Je veux qu'elle traîne avec elle dans la tune suivante. Je veux qu'elle garde un bagage de ce qu'elle a vécu. Donc, si elle saute dans un gâteau, puis qu'elle se beurre de gâteau, je veux pas qu'elle aille se laver après. Je veux qu'elle le garde. S'il pleut dessus, ben, le maquillage coule, elle garde. Tu sais, je voulais qu'en tant qu'auditeur, tu es devant comme un vrai télé. show. Exact, mais devant la télé, c'est un peu plate de regarder un show, tu le sais. Fait que si au moins l'artiste vit de quoi, puis il y a des surprises, ben mon pari était que ça allait être plus intéressant, puis ça allait plus garder le monde en haleine. Puis c'est ça. Puis j'ai toujours énormément de fun de shooter avec Claude. On s'entend super bien. T'as fait plein de clips. Hein? Exact. Créativement, on s'est comme trouvé notre diagramme de veine est parfait créativement. J'ai des idées que je veux faire juste pour le fun. J'y propose, elle l'amène ailleurs avec quelque chose, puis ça fit. Puis non, il y a vraiment une bonne relation professionnelle qu'on a développée. J'ai rarement vécu ça avec personne d'autre. Puis en plus, ce show-là, tu me dis c'est tourné sur une journée, mais c'est plusieurs takes, là. C'est pas one take. Là. On a tourné ça en 12 heures. On a fait chaque tune 2 fois. OK, mais il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. Comment elle va chercher de l'énergie? Ça doit être fucké, là. C'est une trooper, man. Elle était capable de... Puis tu sais, même... c'était full band, là, aussi. Là, oui, c'est ça. Cuivre. Il était 15 en tout, là. Ouais. Puis chaque tune 2 fois. Puis elle a été capable d'aller chercher cette énergie-là, de le garder du début à la fin. Puis... Parce que c'est ta job, toi, de garder le momentum pendant 12 heures. As-tu des trucs en tant que réalisateur? Comment tu fais pour motiver ton... Ça dépend toujours du projet. Tu sais, comme là, avec Claude, juste avant, on a eu des grosses discussions. Genre, Claude, ça va être tough, là. C'est 12 heures de temps, là. Puis, va falloir qu'on garde l'énergie et tout. Puis, Claude, quand elle se dit « OK, j'y vais », elle fonce, puis elle a leadé ça. Puis, tu sais, des fois, je voyais, il y avait certaines personnes dans le band qui pouvaient fatiguer un peu, mais tu sais, quand tu vois ton ta lead singer, puis l'artiste que t'es là pour supporter, se donner de même, puis vivre bien pire que toi, vivre bien plus tough que toi sans arrêt, ben, tu ravales un petit peu ton côté que t'es tanné, puis tu mets ton masque, puis tu mets ton sourire, puis tu joues, tu sais. Puis en même temps aussi, pour les interprètes, c'est pas comme un show normal. En même temps, ils font des choses qu'ils font jamais ailleurs dans un vrai show. Exact. Fait que ça doit être quand même excitant. Ben, je pense que oui, puis malgré la fatigue, tu sais, là, quand il le regarde, après ça, on a fait le lancement au Quartier Latin pour toute l'équipe, puis, tu sais, tout le monde qui regardait ça, tout le monde était très content d'avoir participé à cet événement-là, puis tout le monde a eu l'impression aussi de participer à quelque chose de spécial. C'est rare que tu fais un projet, puis que, tu sais, faire de la vidéo, du cinéma, des trucs comme ça, c'est souvent beaucoup de compromis. Puis c'est un art collectif, chacun amène son truc. Des fois, ça va pas comme tu veux. Des fois, ça le dérive un petit peu. Peut-être pour le meilleur et pour le pire et tout. Mais là, c'est comme si chaque personne avait amené ce projet-là ailleurs. Puis ça l'a vraiment elevate. Puis je
suis vraiment, vraiment content de ce projet, puis je suis content qu'il y ait la vie qu'il y a en ce moment. Puis, si par exemple, ça continue de même là, avec les shows qui sont incertains, tu voudrais s'en faire d'autres? As-tu d'autres artistes que tu serais, lui, genre Leloup, je sais pas. Là, là, en ce moment, le hasard... dans la vie, quand tu fais quelque chose, puis que ça marche, tout le monde te demande la même affaire. Ouais, okay. Fait qu'en ce moment, je me fais demander des shows virtuels sans arrêt. OK. Fait que là, je peux pas en parler encore, mais il y en a un qui va sûrement arriver prochainement, qui devrait être en ondes télévisuelles en décembre. OK. Fait qu'on va garder ça au courant. De toute façon, je sais pas encore... Mais c'est pas quelque chose que je te dirais... Je veux pas devenir le gars des shows virtuels. C'est pas quelque chose qui... J'aime faire plein d'affaires. Puis c'est pour ça que tu me dis, est-ce que je te présente comme réalisateur? Je pense que je suis devenu ça, mais... Moi, j'aime ça faire des affaires, au final. Ben, tu m'avais pensé un des meilleures choses que j'ai jamais vu tourner, c'est celui Stop Making Sense des Talking Heads. Ouais. Ça a été réalisé par Jonathan Demme, qui est aussi le gars qui a fait Silence of the Lamb. Fait qu'on s'entend, c'est deux affaires différentes. Exact. Je pense que c'est ça qui est le fun. C'est ce monde-là qui amène de quoi de différent quand ils font quelque chose hors de leur... expertise initiale, je te dirais. T'sais. Puis toi, quand tu faisais, mettons, le show live de Claude, au niveau de l'esthétique, les visuels, les costumes, t'avais-tu de quoi dire là-dessus? Ah oui. C'est un show de même, je le conceptualise du début à la fin. T'sais, comme, juste pour que tu comprennes bien, disons, ce show-là, je me suis assis avec Claude. OK, Claude, c'est quoi tes fantasmes de scène? Qu'est-ce que tu aurais toujours voulu faire? Ah, j'aimerais ça voler. Ah, j'ai toujours voulu me pitcher dans un gâteau. Tu sais, des choses de même. Fait que là, OK, moi, je mets ça dans mon affaire, je me crée un peu mon storyline, je me crée mon truc, puis là, je conceptualise tout, puis là, après ça, OK, il va lui falloir un costume fou. Là, j'ai appelé une amie costumière d'LC qui est très, très bonne. Puis là, OK, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Ce serait le fun. On se montre des références. Fait que je fais partie de toutes les étapes. Pour la direction artistique, Sylvain Lemaître, je me suis associé avec Sylvain Lemaître. Puis Sylvain a amené ça à un autre niveau. Là, je voulais un genre de stage inspiration, un petit peu rock and roll circus. Je veux que ce soit... OK, là, il me faisait des propositions avec Taos. Puis finalement, OK, ça, je trippe. OK, cool. Là, on fait faire des grosses peintures de tarot qui vont représenter un peu comme dans un jeu vidéo l'aventure que Claude vit. Fait que là, j'ai demandé à ma copine Catherine Potvin de faire ces illustrations-là. Fait que, tu sais, c'est un projet... C'est le fun, ces projets-là, où il n'y a pas un client qui attend, puis là, hey, je dépense de l'argent, je veux que ce soit bon, je veux tout approuver. Là, le monde nous faisait confiance, puis on avançait. Fait que il y a un peu un côté imprévu, aléatoire qui peut arriver, puis qu'on build pendant que ça se build, on crée quelque chose, puis cette excitation-là, je pense qu'elle transparaît dans le show aussi. Tout le monde a été excité par ça. C'est ça, il y avait... Puis en même temps, ça capture juste une époque, là, comme une époque fuckée. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que ça capture une époque, mais c'est dans quelle époque, cette affaire-là? C'est sorti de... Il y a des influences de plein d'affaires, fait qu'il sera jamais daté, puis il est pas 100% maintenant. Non, je suis content. Non, mais moi, ce que moi, je trouve encore, félicitations. J'ai hâte de voir le prochain. Puis, j'en revenais un peu aussi, là, maintenant, parce que tu me parlais de tes premières inspirations. J'ai lu de quoi? Tu me disais que, bon, tu avais première caméra I Hate à 17 ans. Ouais. Fait que là, dans le temps, un petit style plus Jackass. Fait que j'imagine le look vestimentaire y allait avec en même temps. Attends. 2010... là, on parle de début 2000, fin 99, début 2000, j'avais ma I8. Style vestimentaire, man. Aucun. Je te dirais... Tu sais, en ayant grandi dans le graph... Ouais. Le style grapher, il n'est pas vraiment un vrai style grapher, mais c'est Pence à Choseller. On avait tout le temps des traces de paint un peu partout. Fait que c'était un peu... t'es pas loin du look skater de cette époque-là. Fait que c'était un peu dans cet univers-là. Parce que je veux savoir si tu te rappelais qu'est-ce que tu portais quand tu t'es fait puncher par Christiane Charette. Oui, ça c'était bon. Peux-tu me raconter ça, s'il te plaît? Ben, classique, être idiot et avoir 18 ans, puis écouter Jackass, puis avoir une caméra. OK, qu'est-ce qu'on fait? On se pitch dans des haies, on imite Jackass. OK, donne-moi un coup de poing dans le ventre. Ah, toi, c'est quoi ton thing? Moi, je me fais donner des coups de poing dans le ventre. OK, donne-moi un coup de poing. Puis là, comment on peut amener ça ailleurs? Ah, là, Christiane Charette animait au Bobard. Son émission, à une certaine époque, les Bobards, qui sont quoi? Marianne et Saint-Laurent, maintenant le Darling.
Fait que là, je me dis, je pourrais peut-être aller à la fin des bobards puis demander à Christiane Charette qu'elle me donne un coup de poing dans le ventre. Puis elle m'a fait donner un coup de poing dans le ventre. Je recherche encore cette cassette-là pour la retrouver, mais c'est ça, j'ai ça quelque part, mais je sais pas c'est où. Mais elle avait accepté de me donner un coup de poing dans le ventre. Tu l'as-tu rencontré plus tard dans ta carrière, quand tu étais établi? As-tu déjà été à son show? Non, j'en ai jamais reparlé. J'aimerais ça. Je l'ai jamais recroisé, en fait. Mais pour répondre à ta question, je n'ai aucune idée comment j'étais habillé cette journée-là. C'est pas de problème. Puis moi aussi, je trouve toujours trouvé ton esthétique. Puis quand moi, je pense à toi, j'ai une image qui me vient en tête, puis c'est le film Kids de Larry Clark ou encore Harmonie Corinne. Ouais. Comme le gars, le lead principal dans Kids, parle pas du personnage, parle juste de quoi qu'il a l'air, me fait penser à toi, je sais pas. Quand tu étais jeune... Tu parles lequel, Casper ou l'autre? Le méchant, là, le gars qui est... Mais le gars au début du film, là, le gars qui a une maladie. OK. Ouais, c'est ça. Je sais pas, dans ma tête, tu ressemblais à ça à son âge. Ouais. Peut-être un petit peu moins de joues, mais oui, je vois. Puis tu parles de Kids. Il y a 3 films de mon adolescence. Il y a des films qui m'ont marqué après, mais Kids, La haine, puis Menace to Society, c'est les 3 films qui ont marqué mes 15 ans, là, je te dirais. Fait que, oui, Kids, quand j'écoutais ça, je me suis vu en eux à 100%, là, moins le sida. Ben, c'est ça, exactement. Puis, parlant de Menace to Society, Criterion qui sort bientôt. Oui, ça, je l'ai réécouté récemment. Ça aurait pu être fait hier. Menace to Society, ça l'a extrêmement bien vieilli. Puis, il y a des scènes de party où c'est les lumières bleu-rose qu'on voit partout en ce moment. Là. C'est exactement ça. Là. Fait que, non, ça a vraiment bien vieilli. Excellent film par les Hughes Brothers aussi. C'est des réalisateurs black qui sont arrivés à une époque où il n'y en avait pas beaucoup, qui ont fait des trucs crus, mais vrais. Moi, je suis très, très fan de ces réals-là. Puis ce film-là, très bien vieilli. Je suis content que tu dises qu'ils sont dans Criterion. Ouais. Ben là, j'ai une photo de toi. On va y aller avec des photos de ton passé. Ouf! Ben, 97, c'est toi, ça, right? Ça, c'est moi, ça. Ouais, OK, j'étais pas sûr parce qu'elle est floue. On va la montrer à l'écran. Chandail noir. Mais tu vois, exact. C'est quoi? Stan Smith, Reebok? Qu'est-ce que t'as dans les pieds? Hey man, c'est une excellente question. Mais ça, tu vois, ça, c'était mon look de tous les jours. Là. Tu vois, c'est Penn Zellers, tu sais, les pants propres, mais que tu portes trop large, puis c'est un T-shirt uni, that's it. Parce que t'as l'air d'un gars de notre époque, là, un ado. Les ados, ça vient de même aujourd'hui. Ça, moi, je trouve ça fucké voir ça. Moins la montre, peut-être. Moins la montre, parce que c'est sur le sel, tu checkes ton temps, là. Mais je j'imagine avec un Padgett, là, aussi, là, à quelque part. J'ai eu un Padgett pendant plus de 10 ans. 514-590-8516. Ben, ça m'amène à mon autre photo. Veux-tu me parler de ta carte d'affaires? Il est là, mon numéro de page, je pense. Ah non, il était pas là. Fait que ça c'est je pense que c'est un peu avant que je te connaisse, ça. Ça, non, c'est exactement en même temps, je pense, mais j'aime mieux qu'on reste sur celle-là. OK, on va finir avec celle-là. Parce qu'elle, je me souviens pas c'est qui, c'est ça l'affaire. Il y a quelqu'un qui est là. Ouais. Mais ouais, ça, c'est une carte d'affaires. C'est un peu gênant aujourd'hui. Ben, c'est pour ça que je veux t'en montrer. Parce que l'esthétique est très de l'époque. Là. Mais tu vois, ça, j'étais habillé, quand je te disais que j'étais habillé en promo, là. Oui. Ça, c'est habillé en promo. Puis ça, c'est une casquette que je faisais des casquettes aussi. Au crayon, tu sais, au petit crayon, une petite casquette graph style, là. Fait que, puis ça, je pense que c'était justement un polo box fresh. Ben, puis regarde, attends, j'ai une boucle de ceinture avec un B. Oui, OK. Ça, c'est l'époque où tu portes des Vans un peu, puis... non. Oui, je devais porter des genres de Vans, mais c'est ça. Ça, c'est cette époque-là. Exact. Ah, boy, oui, exact. Ça, là, non, là, t'as des high top. Là, ça, j'arrive pas à voir ce que tu portes là. Ça, je pense, je le sais. Il était comme dans un genre de petit tweed. Ça devait être des quoi, donc? Ah, je me souviens plus. Mais oui, mais ça, c'est les années promo. Ça, c'est les années promo. Année, je m'habillais juste avec les trucs promo qu'on recevait. C'est notre seule paye pour faire Vox Pop Montréal. Fait que crime, j'allais y porter. Même si c'était lettre. Moi, je dirais les années Babu. T'as un petit look... Exactement, c'est mes années Babu. Peut-être, j'espère que Babu dit qu'il y a des années base. J'aimerais ça. Puis tu portais des colliers aussi. Je portais des colliers. C'est quoi, c'est un roast? C'est pas un roast, non. Moi, c'est... pour moi, c'est... On replonge là-dedans, puis... By the way, tu peux me roaster. Moi, mes styles, ils étaient pas mieux, là. Ben non, t'as été très bon, toi. Toi, t'as été Marty McFly pendant très longtemps, là. Ouais. Mais oui, je portais des petits colliers, même... Ça, c'était la fin des colliers, d'après moi, là. Non, mais ça, je trouve que ça capture vraiment, là, 2006, là. Puis, Mais tu vois, mais c'est drôle parce que je dois représenter 2006 parce que j'étais juste habillé
en ce que les compagnies envoyaient aux gens de l'année. Exactement, de l'année. Fait que je représentais exactement ces compagnies-là du moment. Fait que une carte de mode. Mais c'est l'époque où on a fait aussi le feed d'aujourd'hui. Ouais, je t'enverrai une photo. C'est quoi t'as fait? T'étais dedans? On avait une petite encadrée là, puis exactement comme ça, genre de photoshoot un peu puis boys band de Vox Pop Montréal, exact. Ça, ça me fascine. Puis Vox Pop, là, écoute, t'as rencontré tellement d'artistes. Là. Ben oui. Tu sais, je pense à juste Justice backstage dans le temps que c'était pas encore big comme. Tu sais, ça commençait l'album Cross, mettons. Là. Puis je me dis, Justice, je trouve que leur esthétique, ça a bien vieilli. Même encore aujourd'hui, je regarde des vidéos. Puis qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, des visuels un peu somi? Comme le clip de Dance. Tout ça, je voulais savoir. Avec du recul, là, 15 ans après, tu fais-tu comme ça passe encore ou y a-tu de quoi tu changerais là-dedans? Non, mais je pense que c'était encore bon. Puis tu sais, Somi est devenu un réal qui a fait beaucoup de trucs. Tu parlais d'Adidas, il a fait des campagnes d'Adidas aussi avec son look, puis tout, qui était encore dessiné un peu partout. Puis après ça, le look dessiné par-dessus de l'image, c'est devenu quelque chose de super courant dans tous les clips de rap, les petits traits, les petites affaires qui se font dessiner par-dessus l'image. Fait que non, je pense que c'est sûr que si tu les revisites exactement comme elles sont, il peut y avoir des trucs datés, mais chaque truc a influencé un courant qui est devenu quelque chose d'autre, qui s'est morphé dans une autre affaire. Ouais. Puis, tu sais, sûrement que les Somi, tout ça m'ont influencé à faire après ça des gifs, mes affaires, genre mes clips d'Alaclaire ensemble, qu'il y avait plein de gifs animés par-dessus, des petits délires comme ça. Je pense que non, je suis encore très fan de ces délires-là. Oui, puis justement, dans tous les artistes que tu as rencontrés à l'époque, y en a-tu que tu te rappelles de leur style? Tu as fait comme, oh shit, ça vient quelque chose de je sais pas, impressionnant, ou y a-tu de quoi qui t'a marqué? Tu m'en poses une bonne. Ben, tu parlais de Justice qui amenait vraiment le côté rocker dans l'électro EDM qu'on n'avait pas tant vu. Eux autres, ils étaient très typés. Puis moi, je m'habillais un peu de même. Côte de cuir, il y avait ce côté-là un peu. Côte de cuir. Côte de cuir, exact. Male model pour Rated Rookies, été 2008. Exactement, de Jérémy et Kelly, Rated Rookies, et JF Dumais, avais-tu rapport là-dedans aussi, il me semble? Puis ça a quand même bien vieilli comme outfit. C'est pas si pire, hein? C'est pas si pire. Il y a peut-être... Ça, c'est des... C'est-tu des Nike Dunk noirs? Exact. Ce serait-tu ça? Non. Non, il était plus high-top. Okay. Il était plus high-top. C'était l'époque un peu creative recreation, là, ces affaires-là. Là. Ouais. Fait que je pourrais te dire ceux-là exactement c'est quoi. Puis ça, justement, faire une pub de même à l'époque, tu te reconnaissais là-dedans, c'était ton look. Fait que tu sentais pas que tu te déguisais. Là, non, ça exactement. Ben ça, c'était... Tu sais, Rated Rookies, c'était des amis. Ils avaient juste demandé à leurs amis qui étaient dans la scène de poser avec leur look, mais le T-shirt... Rated Rookies, puis c'est exactement ça. Cette tuque-là, je la mettais à tous les jours. Ce côte de cuir-là, je l'ai tellement mis. Je l'ai jeté cette année. Fun fact, ce côte de cuir a été jeté cette année. Il était dans mon garde-robe depuis très longtemps. Puis ma copine l'a sorti, puis elle a fait « Tu peux pas garder ça. » Puis il s'effritait. T'es-tu trop petit? Non, mais il s'effritait littéralement. Il tombait en, tu sais, genre Thanos quand il fait disparaître du monde. Là. Ben, mon coat... C'était... il se faisait endgame, il se faisait disparaître. Il y a eu le snap. Ouais. Puis, à ma fête, cette année, je me suis fait offrir une eau, un alcool infusé par ce manteau de cuir. Tu peux pas juste dire ça, mais raconte-le. Mais je pense que c'est une joke, c'est pas vrai, mais il y a une vidéo qui a été produite dans ma fête. On m'a présenté plein de vidéos. Puis il y avait un alcool créé à la base de ce manteau de cuir. Puis on me l'a amené pendant que je regardais la vidéo, puis j'ai pris des shots. Puis je ne reverrai plus jamais ce manteau de cuir, malheureusement. Mais par contre, tu as encore des vêtements de l'époque? J'ai tout gardé, je garde tout. Tu gardes tout, OK. Je m'achète rien, donc je garde tout. Oui, bien ça, mais là, ça vient d'où, justement, la simplicité volontaire pour toi? As-tu un déclic à un moment donné pour ça? Non, je pense que ça vient... J'ai toujours été de même. Je me suis jamais rien acheté. Je fais avec ce que j'ai dans la vie. OK. Mes amis, ils rient de moi parce qu'ils disent « Tu vois rien. Ta job... » c'est voir tout, puis faire attention à tout, mais chez vous, tu vois rien. J'ai les mêmes rideaux. Mes rideaux peuvent être sales, puis je peux avoir les mêmes depuis 15 ans, puis
genre, je les laisse de même. Ouais. Mon lit est défoncé. Tu sais, je suis un peu comme un genre de vieil adolescent qui habite dans son genre. Mais là, avec ma copine, on commence à gérer ça un peu. Je m'en viens meilleur, là. Je m'en viens meilleur. Mais je ne sais pas pourquoi c'est en moi. On dirait que je me concentre tellement à 100% dans mes projets puis ce que je fais dans la vie que quand j'arrive chez nous, là, j'ai le goût de penser à rien. J'ai pas le goût de voir ça. Là. J'ai pas le goût de checker des affaires. Je m'en fous. Fait que tu décores pas, mettons. Là. Tu fais pas comme placer des affaires. Hey, ça me rappelle un souvenir. Non. Dans ma tête, c'était tout curated chez vous. Là. Chez nous, là, c'est un appart étudiant de 18 ans qui vient d'arriver à Montréal au cégep. Il est avec 4 colocs. Il y a des graph savers. Il y a un peu de vomi dans... Non, pas tant que ça. Non. Je suis propre. Mais mes affaires, je les change pas puis je fais avec. OK. C'est ça. Puis ta blonde, elle deal bien que ça. Puis... ben là, c'est ça. Là, elle commence à... Là, on a des ambitions d'habiter ensemble. Fait que là, on commence à regarder ça. On commence à voir... On trouve le juste milieu. Okay. Mais parce que, aussi, en évoluant, on dirait que c'est devenu quelque chose que j'aime, que je consomme pas. Ben oui. Je l'étais pas par conviction... pour aider la planète ou quoi que ce soit, je le suis naturellement, mais plus j'ai pensé, il a fallu que je me justifie aux yeux des autres pourquoi j'étais un clochard. Puis, on dirait que le côté ne pas consommer pour aider, faire ta part un peu, c'est devenu un petit peu plus ancré en moi, puis je fais attention à ça, puis je trouve que ça fait du sens. Puis en plus, en ce moment... C'est quand même très en vogue, tout ce qui est le vintage, puis les friperies, puis tant mieux si ça reste, là. Je veux dire, moi, mon linge, je l'achète maintenant, genre, je vois juste là, tu sais, je vois plus... tu sais, le fast fashion, là, je sais pas pour toi, mais Forever 21, H&M, à un moment donné, tu fais le tour assez vite, puis c'est pas bon. Ben oui, puis ça fait c'est pas sustainable, ça fait pas de sens de produire des vêtements de même sans arrêt, quand, justement, tu le dis, le vintage, il est là, on peut le réutiliser, puis au pire, on recoud, tu vas chez le cordonnier, tu sais, je pense que de plus en plus, on va se rendre compte que les 100 dernières années n'ont pas été... C'est quoi le mot français pour sustainable? N'ont pas été... écologique, je sais pas. Non. J'aurais aimé ça bien m'exprimer en français. Mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Fait que je pense qu'on va se rendre compte que il faut qu'on fasse plus. Puis je pense que ça, pour moi, c'est un petit pas. Le petit pas que je peux faire puis qui n'est pas un gros effort pour moi. T'sais. Puis je déteste magasiner. On prend surtout qu'un masque d'en face. Là. Non, c'est pire. Hein. Mais moi, ça me fait réfléchir parce que j'ai beaucoup de souliers. Là. Je suis un sneakerhead, puis c'est venu sur le tard. Là. Ça fait comme 3 ans. Avant ça, je l'étais pas. Vrai? Non, j'ai reçu un livre en cadeau sur les souliers. C'est comme des souliers iconiques de marque, de brand. Je suis comme, oh fuck. Plus que je lisais toute l'histoire derrière, puis j'aime le design, je fais des illustrations, tout ça. C'était comme une nouvelle mine d'art d'inspiration. Puis là, je fais comme, fuck. Puis là, j'en ai accumulé beaucoup. Beaucoup, c'est combien? 125. OK, en 3 ans, t'as été viré sur le top. J'ai viré sur le top. Mais je suis curieux, je peux te poser des questions? Oui. Qu'est-ce qui te fait triper dans... qu'est-ce qui fait en sorte que celui-là, il faut que je me l'achète, puis lui, je veux pas me l'acheter? Ben écoute, moi, ça va... C'est sûr que... moi, je le vois pas comme n'importe... Comme, tu sais, le monde va regarder une paire de souliers, c'est juste, tu mets ça, puis tu y penses pas, tu fais du sport. Mais moi, je le vois plus comme je disais à un autre invité, comme un objet d'art, là, comme avec une histoire derrière, un purpose, les couleurs, le design. Puis je le vois, c'est ça. Moi, quand je vois une paire, je me dis, first que je l'aime. Tu sais, je l'aime-tu. Puis je vois pas selon le hype, c'est une paire de Yeezys ou whatever, mais je vois plus avec ça représente quoi pour moi? Ça représente-tu soit une époque, ça représente-tu un vibe? Un film, je ne sais pas. Puis après, je l'essaye, puis tant mieux si ça me fait ou si je suis capable d'en trouver une paire. OK, c'est important qu'ils te fassent... Tu les portes? Je les porte tous. OK. Je les porte tous, sauf que quand on parlait tantôt de faire plus attention à la consommation, moi, là, je trouve que j'en ai beaucoup trop. Puis là, j'en ai pas acheté, ça fait 2-3 mois. Là. OK. Parce que là, je commence à avoir fait le tour de mon obsession un peu. Puis j'ai pas mal tout sûr que je voulais... Tu passes-tu d'obsession en obsession? Oui. Ah oui, hein? T'as un côté... je stick sur quoi, puis après, je me tente. Je passe à un intéressant. Autre. Fait que, je sais pas, j'ai eu des passes, des vinyles, j'ai eu des passes, des graphic novels, il fallait tout que j'aie ceux d'un auteur. Je vais souvent par des passes. Puis là, en ce moment, je suis comme Chris, je peux même plus porter de souliers aussi souvent parce qu'on sort plus vraiment de chez nous. La vie est un peu bizarre. Puis
ça prend trop de place aussi. Là, genre, dans C'est un clair. garde-robe, là, un garde-robe, Mais si tes portes, tu les gardais pas pour de la revente, pour que ça Non. prenne de la valeur ou quoi que ce soit. Non, mais si, tant mieux. Sinon, plus tard, ils valent plus cher, puis je les revends. Ouais, mais ouais, si ouais. je vois vraiment juste... je les aime, puis surtout aussi, c'est que j'aime ça y aller avec les modèles classiques d'une marque, d'une brand. Mettons, les premiers choses de Nike avec de l'air dans la semelle. Ouais. C'est comme une partie d'histoire. Ouais, je Fait que comprends. moi, j'aime ça, aller chercher les modèles qui ont comme amené vers de quoi de nouveau. Comme tu sais, je sais pas, il y a quelques années, j'avais acheté les Balenciaga Triple S, des crises de gros souliers, des dad Ça shoes. devait pas être donné, ça? Non, ça, j'en parle dans un autre épisode, mais bref, j'ai pogné ça avec un bonus de job, là. Mais ces maudits souliers-là, pour moi, ça représente, mettons, une époque. T'sais. Fait que dans 10 ans, on va faire ça, c'était les années 2010, les dad shoes, t'sais, comme, mettons, ton chandail Box Fresh. T'sais, c'est un peu le même. Je rattache pas mal d'émotions à ça, beaucoup de souvenirs. Fait que t'es intéressé un peu plus du côté muséal quasiment de la patente. C'est ça. Plus tout le design. Puis j'avais vu un documentaire aussi sur la créativité sur Netflix, une Creativity, je pense que ça s'appelle. Ouais. Puis il y a un épisode sur Tinker Hatfield. Tinker Hatfield, c'est lui qui a fait comme les premiers Jordan. Là. Ouais. Puis si t'as pas vu cet épisode-là, je te le recommande fortement en tant que créateur. Là. Pour vrai, moi, j'ai fait genre, wow. Tu sais, le gars... Tu sais, les idées, comme, mettons, une languette d'une paire de Jordan, mais s'inspirer par la langue de Michael Jordan quand il fait un dunk. Nice. Ah ouais, Tu sais, t'es c'est comme, bon. what? Puis ça, tu le vois pas, mais c'est qu'est-ce que la chose raconte comme histoire, là? Moi, ça me fait capoter. Puis, J'ai une question. Oui? Puis tes obsessions, tu dis que c'est des vinyles, des fois des trucs. Ça peut être ça peut être des choses que tu vas pas acquérir. Ça peut être des choses plus regarder. J'ai une période, je veux regarder tous les films de tel artiste. Ben, en fait, c'est drôle, t'en parles. Hier, j'ai commencé un livre. Puis bon, là, c'est sûr que je peux aller à la bibliothèque puis le louer. Fait que je l'achète pas, là, mais c'est Malcolm Gladwell. Je sais pas si tu connais. Malcolm Gladwell, c'est comme un sociologue. Puis hier, j'ai commencé un livre qui s'appelle Blink, que j'avais acheté au Renaissance, il y a genre 5-6 ans, que j'avais mis dans ma bibliothèque, je ne l'avais jamais lu. Puis là, hier, j'écoutais une série télé qui s'appelle The White Lotus. Ça vient de sortir sur HBO. Okay. Puis je vois le personnage qui lit le livre, puis je suis comme, hey, c'est vrai, je lis le livre. Mais j'ai vu passer ce livre-là. Fait que j'ai checké la bibliothèque, je vais commencer à le lire. Puis le livre, en tout cas, à date, là, première page, ça parle des premières impressions que tu as, le vibe. Puis ça commence avec une histoire d'une statue qu'il y a un musée, le musée Getty en Californie, qui avait voulu acquérir une statue dans les années 80. Puis c'est une statue de genre 7 pieds, une statue grecque, je pense, quelque chose comme ça. Mais avant d'acquérir la statue qui vaut une couple de millions, ils font leur recherche, s'assurer que tout est véridique puis que c'est pas une reproduction. Puis ils ont fait des tests et tout. Puis ils ont eu un deal. Puis à un moment donné, il y a du monde des experts, ils l'ont vu. Puis en genre 5 secondes, ils ont fait « J'ai pas un bon feeling ». C'était juste ton cerveau, là. Ça a fait de quoi? Ça a fait un trigger. Puis ils se sont rendus compte, hein, c'était un fake. Okay. Mais ça parle vraiment de la première impression. Puis comment qu'on est programmé des fois pour... tu sais, il faut écouter notre guts, là. En tout cas, là, je commence le livre, je sais pas ça s'en va où, mais je trouvais ça très intéressant. Donc, pour répondre à la question, là, probablement, je vais commencer une nouvelle obsession sur cet auteur-là. OK. Parce que j'aime ça un peu aussi décortiquer comment qu'on pense, puis pourquoi, mettons, que telle pièce d'art me fait de l'effet versus un autre. T'sais. Pourquoi qu'il soulier là plus qu'un autre, là? Intéressant. Tu vas peut-être pouvoir comprendre ton obsession à travers ta nouvelle obsession. Probablement, mais aussi, moi, je suis un gars curieux. Toi, j'imagine aussi que tu l'es, parce que quand je regarde tout ce que tu as fait dans ta carrière, tes vidéos, il n'y a rien qui se ressemble. Oui, puis je pense que la curiosité, c'est tellement quelque chose d'important, puis on s'en rend pas compte. Des fois, il faut la forcer. Il faut pas le perdre, puis on dirait que je vois certaines personnes qui vieillissent, puis la curiosité, c'est moins... c'est moins important, on s'intéresse moins aux choses un peu, mais c'est important de fighter pour rester curieux dans la vie. Je pense qu'on vieillit moins vite, puis on reste plus pertinent. Puis toi, comment tu fais au niveau de la créativité pour rester comme, tu sais, current, mais rester comme... Pertinent. Pertinent, exactement. J'essaie pas de rester pertinent. J'essaie de faire qu'est-ce qui me tente, puis qu'est-ce que je pense qui est intéressant. Je passe quand même beaucoup de temps à... Tu parlais de regard un peu anthropologique, philosophique sur les choses. Je m'intéresse beaucoup à l'humain. Je trouve que c'est une bête incroyable avec tous ses côtés positifs, tous ses côtés négatifs. Je suis quelqu'un qui est généralement très positif aussi dans la vie. Tu sais, beaucoup de gens regardent qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis c'est terrible, comment ça va. Moi, je regarde plus... Je sais pas si ma sensibilité est différente, mais je regarde plus ça d'un regard fasciné par cette bête-là que l'on est,
puis qu'on voit évoluer. Fait que je te dirais que ça, c'est un gros moteur pour moi de rester à l'affût de ce qui se passe, puis d'analyser un peu, de garder un record analytique sur tout ce que c'est, autant les réseaux sociaux que la pandémie, que la monnaie, que l'argent, la stock market, que les gouvernements. Tu sais, tout ça, j'aime... je te dirais que c'est l'un de mes plus gros moteurs, puis le côté anthropologique. Es-tu du genre à regarder qu'est-ce que tu as fait dans le passé pour... Ou tu passes un projet à un autre puis t'oublies? Non, je regarde beaucoup ce que je fais, ce que j'ai fait, parce que je suis un gars d'action. Ouais. Quand je fais de quoi, généralement, c'est pas... J'aime ça le faire vite. C'est pour ça que j'ai trippé sur le médium du clip. On a une demande, on fait quelque chose rapidement, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais quand tu fonctionnes comme ça, j'ai l'impression que des fois, il faut que tu prennes une petite pause, puis tu regardes qu'est-ce que tu as fait, puis tu te demandes, c'est-tu là que je veux aller? C'est-tu ça que je veux faire? Pourquoi je fais ça? Puis on dirait que j'ai toujours besoin de ces petites pauses-là de réflexion. Puis après ça, je repars sur un autre stretch. Parfait. Écoute, on arrive déjà à la fin de l'épisode presque. Caroline, ça va Puis là, une autre photo à te montrer. Puis c'est pas un roast. Moi, c'est plus comme... Je trouve que t'as l'air... Je suis capable d'en prendre. T'as l'air en réflexion. Ah, ben oui. Mais ça, c'est cette année, ça. Ben ça, là, moi, quand j'ai vu cette photo-là où que tu te fais... que ta copine, c'est ça? Oui. Ta copine... fait une toile avec... Comment que tu l'appelles? Je veux pas dire le terme qu'on a tout en tête, mais tu dis ce terme-là commence par un R? Pour... Une queue de rat? Ouais, une ratel. OK, parce que j'osais pas, là. Oui, t'as vu que je l'avais serré, hein? Mais moi, j'aime ça. Ça a été débuté. Qu'est-ce que tu veux savoir? As-tu une question ou je freestyle? First, elle a fini sa peinture. Ça, il y a une très bonne histoire. C'était pas un stunt, elle l'a fait au complet. Ça, il y a une très bonne histoire. Ouais. Premièrement... cette queue de rat-là, je l'ai commencé en novembre 2019. J'avais pas les cheveux longs, puis j'ai commencé à la faire pousser. Fait que là, elle est rendue de novembre 2019 à ça. Okay. Puis là, il a fallu que je la fasse avant parce qu'elle est un petit peu grichue. Ça, c'est l'été dernier. Ça faisait une couple de fois qu'on s'en parlait. Moi, puis Kat, elle est illustratrice, puis elle aime ça dessiner. Puis on s'est dit, hey, je vais aller me faire une rallonge de 8 pieds, puis ça serait drôle que tu peintures avec ça. On est allé se faire la rallonge de 8 pieds dans la petite place sur Plaza Saint-Hubert là, de rallonge, la classique. Puis on est allé s'installer au parc. Il y a du monde qui sont venus, qui ont pris des photos. C'était bien drôle. Puis des amis qui ont fait des petites vidéos. Puis moi, dans mes expériences anthropologiques, j'ai testé de faire une petite vidéo, puis je l'ai mis sur TikTok. OK. Je suis rendu à genre quasiment 140 000 views. Wow. Puis dans les commentaires, c'est un... carreau et branle-bas de combat sur est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Quoi? Est-ce que... Oui, puis là, c'est la grosse... Non, mais c'est pas grave, j'adore ça parce que c'est vraiment... ça me touche pas personnellement, mais je regarde les commentaires, j'ai l'impression d'être dans le summum de la polarité d'un campus américain sur t'as pas le droit de faire ça, c'est à moi, toi t'as le droit, toi t'as la propriété, tout ça... Caroline, c'est une queue de rat, man, qu'on a fait une rallonge. Là. Mais en tout cas, c'est l'histoire de cette reliée à cette photo. Là, tu me dis que tu as un gros débat, beaucoup de monde l'ont vu. Peut-être ta copine pourrait le vendre en NFT, cette toile-là. Exact. Parce que moi, j'y ai pensé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, ça ferait un bel histoire. J'aime l'histoire derrière. Ça ferait, tu sais, les NFT, tu sais, c'est quoi? Oui, tout à fait. Ça serait assez cool, ça. Mais tu vendrais cette photo-là ou la toile? La toile, je pense. Okay, peut-être la toile avec la photo en bonus. Bonus. Mais je sais, parce que je trouve la démarche artistique est malade. Fait que tu diras à ta blonde que je trouve qu'elle a pas mal de talent. Parfait, je lui passe le mot. OK, dernière chose avant qu'on se quitte. J'ai envie de paire de souliers. OK. J'essaie que ça fitte un peu avec l'invité, si ça passe. C'est une de mes paires de souliers weird. Parfait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils sont fous raides. C'est très Marty McFly, là. Ça doit être ça. C'est le convecteur temporel? Non, c'est des... Non? Regarde la languette. Ah, Ghostbusters, OK. Eh oui, ils sont fucking beaux. Puis ça, c'est très toi. En fait, tu me montres ces souliers-là, puis je te vois marcher sur Mont-Royal d'un pas assumé. Ouais. Avec une petite photo dans le Nightlife Magazine, Street Styling. Exact. Mais tu vois, t'as bien vu, parce que pourquoi je les aime, c'est parce qu'ils n'ont aucun sens. Il y a des ajouts de... C'est niaiseux, là. C'est une patente, mais ils sont vraiment beaux. Ben, c'est comme, en fait, si les gars... Les as-tu déjà portés? J'ai porté une ou deux fois. Ils venaient déjà pré-usés. OK. Comment ça, ils venaient pré-usés? Ben, la semelle est comme toute sale, parce que l'histoire, c'est comme si les Ghostbusters l'avaient faite eux-mêmes dans leur laboratoire. OK. Tu sais, comme c'était une invention comme leur sac à dos. Là, mais tu vois, ça, c'est une patente que j'aime parce que c'est drôle. Moi, j'aime les choses drôles puis un peu niaiseuses dans la vie.
Puis Je trouvais que ça fit avec toi. Oui. Mais aussi, surtout, bien vu. tes premières choses, des Reebok, c'est des Reebok. Et ça, c'est aussi... Ça veut dire je repars avec, tu me les donnes? Ah oui. Et le modèle, c'est le Reebok Stomper. OK. Mais à la base, le Stomper, c'était pour Aliens de James Cameron. Fait que si tu regardes Aliens de James Cameron, Sigourney Weaver en porte une version OK. avec ça. le gros velcro. Puis les autres, là, après, ils l'ont adapté pour Ghostbusters. L'année passée, c'est sorti. Fait que... OK. c'est ça. Fait que J'adore. J'ai pensé film, T'as réalisateur très bien vu. et un nouveau Ghostbuster qui s'en vient bientôt. Ouais, je sais pas. Je sais pas, on verra. Mais aussi, Ouais. j'aimerais que le monde voit aussi à quel point je pourrais pas porter ça. Je pense que C'est du 14. James, il porte du 14, man. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais écoute, Baz, gros merci. Merci à toi. Ça fut très plaisant. Puis je pensais jamais être invité dans un podcast de sneakerheads ou de mode, mais ce fut très plaisant. Good. Puis aussi, je tiens à te remercier parce que ce show-là, pour moi, l'inspiration, il y a un peu aussi de Vox Pop parce que c'est comme tu le fais par toi-même. Ouais. Fait que c'est un peu dans le spirit do it yourself, puis après on verra pour le reste. Tu sais, je me fais pas trop un plan avec ce show-là, mais tant mieux si ça marche. Fait que encore un gros merci pour l'inspiration. Attends de recevoir tes boîtes de commandites de compagnie du moment, puis tu vas voir, ça va peut-être faire un loop parfait. Ça va peut-être être moi avec Off the Hook la prochaine fois. Exact. Merci beaucoup. Merci, James.